Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui l'une des affaires criminelles les plus incroyables du début des années 2000. L'affaire Flactif. Toute une famille, le père, la mère et les 3 enfants, assassinés dans leur chalet de la station de ski du Grand Bornand, en Haute-Savoie. Il a fallu des mois d'enquête pour identifier l'assassin, David Otia, un voisin jaloux de leur richesse, qui n'a d'ailleurs jamais vraiment livré lui-même la moindre explication sur son geste, mais qui pendant des jours et des jours, avant son arrestation, a paradé avec sa femme devant les caméras pour dire « pique-pendre des morts », « pique-pendre des flactifs ». Et je vous ferai entendre d'ailleurs des extraits des nombreuses interviews qu'il a accordées avant d'être interpellé. Vous les avez sans doute déjà entendues, mais je vous jure qu'à les réécouter, on reste absolument stupéfait. Pour le débrief de ce récit, j'ai invité l'un des avocats de David Otia, maître Didier Lake. Bonjour. Bonjour Christophe Ondelatte. Vous étiez 3, hein, en vérité. Absolument. Et vous êtes un de ces 3 avocats. Voici cette histoire, et on se parle juste après, que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Cette histoire débute par une scène terrible, car elle met en scène un gamin de 14 ans, Mario. Un samedi d'avril 2003, Mario, dont les parents sont divorcés, vient passer le week-end chez sa mère, Graziella Ortolano. Elle a refait sa vie et ils habitent avec son compagnon Xavier Flactif, dans une station de ski de Haute-Savoie, le Grand Bornand. Et voilà donc Mario, le pauvre Mario, qui débarque pour le week-end en taxi vers 10h du matin. Le taxi s'arrête devant le chalet familial. Il attrape son sac, il descend et il sonne. Pas de réponse. C'est bizarre, mais ils ont dû aller faire une course. Heureusement, le taxi est encore là. Il fait froid au mois d'avril, en altitude. Ça vous embête pas si j'attends au chaud dans le taxi? Je pense qu'ils vont pas tarder. Les heures passent. Le compteur du taxi tourne toujours et maintenant il est 13h. Dites, monsieur, vous pourriez m'emmener au restaurant Le Solaré? Ils y vont de temps en temps. Peut-être qu'ils ont oublié que je venais. Mais au restaurant, il n'y a personne. Ni Graziella, ni Xavier, ni aucun des 3 demi-frères et sœurs du petit Mario. Bon, vient le moment où il faut renvoyer le taxi. Au revoir, monsieur. Je suis désolé, hein. Et en début d'après-midi, Mario trouve refuge chez un ami de sa mère et de son beau-père. Et comme tout ça n'est pas normal, l'ami finit par aller au chalet. Et là, il s'aperçoit qu'une porte-fenêtre est restée ouverte. Alors il entre. Ça alors? À l'intérieur, c'est rangé nickel chrome. Et entre nous, c'est très étonnant. Les flactifs qui vivent là à 5 sont du genre bordélique. Mais à part ça, rien de particulier. Le soir arrive, et Mario, de plus en plus inquiet, appelle sa grand-mère, Vincenza. « Oui, c'est ça, mamie. Ils sont pas là. Ils répondent pas au téléphone. J'ai pas de nouvelles. Et il y a personne au chalet depuis ce matin. » T'as raison, c'est très inquiétant, Mario. Faudrait prévenir les gendarmes, non? Les gendarmes tout de suite pensent à un accident de la route. D'autant qu'on leur raconte que Xavier, en général, conduit très vite, même sur les routes de montagne. Il a peut-être précipité toute sa famille au fond du ravin. Et donc on envoie des patrouilles fouiller les routes alentours. Mais ça ne donne rien. Le dimanche passe, aucune nouvelle. Et le lundi matin, les 3 enfants, les 3 demi-frères et sœurs du petit Mario, ne sont pas à l'école. Et là, les gendarmes décident de perquisitionner le chalet. Et un truc leur paraît tout de suite bizarre. Il y a une marmite pleine sur la cuisinière. Et ils ouvrent le frigo, il est plein à ras-bord. Et puis, les ordinateurs portables sont là, qui traînent. Ces gens-là n'avaient pas du tout prévu de partir. Tout indique qu'ils avaient l'intention de passer le week-end là. Et bizarre aussi, il manque 2 couettes sur le lit de Laetitia et sur celui du petit Grégory. Tiens, il manque aussi la voiture, un 4x4 Toyota rouge. Bon, vous m'envoyez un hélico baliser tous les abords du Grand Bornand. On cherche un véhicule de marque Toyota
de couleur rouge. Reçu ? Reçu. On envoie aussi des plongeurs fouiller le lac d'Annecy. Rien. Les Flactifs, Xavier, Graziella et leurs 3 enfants, Sarah 10 ans, Laetitia 9 ans et Grégory 7 ans, ont disparu. « 48 heures après leur disparition, le procureur de la République ordonne une 2e perquisition du chalet. Et là, grosse surprise. Vous vous souvenez des ordinateurs ? Eh bien, ils sont plus là. Et il manque aussi des dossiers qui étaient là lors de la première visite. Quelqu'un est entré dans le chalet depuis leur dernier passage. Étonnant. Est-ce qu'il y avait des choses compromettantes dans ces ordinateurs ? Est-ce que du coup ils ne sont pas venus les récupérer eux-mêmes ? Est-ce qu'ils ne se sont pas enfouis ? Et si oui, pourquoi ? Alors on commence à s'intéresser aux affaires des Flactifs. Les Flactifs sont des promoteurs immobiliers et on découvre qu'ils ont des dettes et que par ailleurs, ils n'ont pas que des amis au Grand Bornand. Les gens racontent que ils ont bénéficié de passe-droit pour leur projet de construction, ah oui. Et puis entre nous, ils auraient vendu des chalets sur plan qu'ils n'avaient pas l'autorisation de construire. Ragot. Le 17 avril, ça fait 6 jours que les Flactifs ont disparu, les gendarmes reviennent une 3e fois au chalet. Mais cette fois-ci avec des experts. Et au bout d'1 heure, les experts appellent leur commandant. Ça sent pas très bon, hein, chef ? On a trouvé des choses inquiétantes. Ils ont trouvé des traces entre les lattes du plancher. Du sang, et aussi des débris de verre sur le sol, et un morceau de dent, une molaire d'enfant. Et au pied d'un rideau, une douille de calibre 6,35. On les a tués. Et ça se confirme quand on s'aperçoit qu'une partie du tissu sur le mur de l'escalier a été arrachée récemment et que la moquette de la chambre de l'une des filles a été découpée sur une longueur d'1,20 m. Si vous ajoutez à ça la disparition des 2 couettes, on les a tués ici, chez eux. Mais pourquoi ? Les gendarmes se lancent alors dans une enquête de voisinage. Et ils ne sont pas déçus du voyage. Ils apprennent d'abord que les Flactifs ne sont pas de là. Ce ne sont pas des Savoyards. Ils sont arrivés il y a 5 ans du nord de la France et du coup les gens du coin ne sont pas tendres avec eux. Vous voulez mon avis ? Ils sont enrichis trop vite, hein. Ils avaient tout, hein. Le bateau, la moto, le 4x4. Et vous avez vu le chalet ? Tout est neuf. Mais en vérité, ce qui les excite beaucoup, les gens, c'est que Xavier Flactif est noir, enfin métis. Un noir qui réussit en Haute-Savoie, c'est pas bien normal. On n'a jamais vu ça. L'un des voisins les plus féroces à leur endroit s'appelle David. David Autia. Il est passé par Xavier Flactif pour louer son appartement. Je lui payais un loyer en liquide, comme il me disait tout le temps, à la fin du mois. Et en fait, après, au fil du temps, j'ai su que les propriétaires n'avaient jamais été mis au courant, ne savaient même pas comment je m'appelais, qu'est-ce que j'avais fait dans son chalet, ils savaient rien en fait. Et derrière, la femme de ce David, Alexandra, embraye. C'est incroyable qu'il puisse y avoir des gens comme ça, qui fassent du mal aux autres, parce que lui, il s'en mettait plein les poches. Hein. Je veux dire que le chalet où est-ce qu'il habite là-bas, c'est quelque chose. Il y a 400 mètres carrés habitables. Un sous-sol, vous pouvez mettre 3 bus dedans, tellement c'est immense. Cette femme, cette Alexandra, en rajoute encore une couche devant les caméras de TF1. Elle a travaillé pour les Flactifs. Je suis pas restée longtemps, je suis restée 1 semaine. Hein, parce que c'est un con. Hein, déjà, il prend les gens pour des esclaves. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer 3 fois parce qu'il en a rien à foutre. Et les gendarmes se mettent à fouiller la comptabilité et la paperasse des Flactifs. Et ils découvrent qu'ils ont 70 comptes bancaires, dont certains sont en Belgique et d'autres dans des paradis fiscaux. Et ça se confirme, ils ont des dettes, environ 3 millions d'euros de dettes. Et surtout, la boîte n'est pas au nom de monsieur,
Elle est au nom de Madame. Xavier est interdit de gérer une entreprise. À la suite d'une arnaque qui date de 98 dans le Nord, il a vendu des logements qu'il n'a jamais construits. Si vous ajoutez qu'au Grand Bornand, les ouvriers disent qu'ils ont bossé pour lui, mais qu'ils n'ont jamais été payés, ça en fait du monde qui pourrait leur en vouloir. Et donc l'enquête s'oriente vers les gens du coin. Et là, retour au chalet pour une 4e visite. Et cette fois, on fait venir les meilleurs experts, les techniciens de l'Institut criminel de la gendarmerie de Rosny-sous-Bois. Ils passent le chalet tout entier au Blue Star. C'est un produit qui fait apparaître à la lumière noire des taches bleues fluorescentes, là où il y a du sang. Et il y en a partout. Partout, sur le sol, sur les meubles, sur les murs, sur les tissus. Et la forme des taches montre qu'on a nettoyé, qu'on a lessivé. Le Blue Star révèle 5 zones suspectes. 5. Une par membre de la famille Flactif. C'est un carnage qui a eu lieu ici. Et autant vous le dire tout de suite, malgré la présence de cette douille qu'on a retrouvée sur le sol, vu la quantité de sang et la forme des taches, on ne les a pas tués à coups de revolver ou de carabine, mais sans doute à coups de couteau. De couteau. 5 personnes, dont 3 enfants. Et là, scène surréaliste. Les gendarmes sont en train de ratisser le chalet, centimètre par centimètre, et un voisin est là, comme au spectacle, qui n'en perd pas une miette. Ça vous intéresse qu'on fait dans le chalet? Ah bah oui. Je regarde. Ça m'intrigue. Ce voisin, c'est le fameux David Otia, qui a taillé un sacré costard aux victimes. Lui et sa femme Alexandra ont dit beaucoup de mal des Flactifs à toutes les équipes de télévision qui traînent dans la station. Et il est là au spectacle. Et du coup, en parlant avec lui, on s'aperçoit qu'il est peut-être le dernier à avoir vu les Flactifs vivants. Ah bah oui. Monsieur Flactif m'avait demandé un service. Remettre des clés à des touristes qui logeaient dans un de ses chalets. Et les touristes en question confirment. C'est bien ce David Otia qui leur a remis les clés. Mais il y a un truc qu'on a trouvé étrange. Ce monsieur-là, Otia, il nous a pas fait faire d'état des lieux. Et puis le plus bizarre, c'est quelques heures plus tard, il est venu s'installer dans l'appartement d'à côté. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À force de faire le mariole, ce David Otia est en train de devenir suspect. Il n'y a pas que lui, hein. Les gendarmes sont arrivés à une liste de 7 suspects. Mais lui, c'est le numéro 1. Là-dessus tombent les analyses génétiques réalisées sur les prélèvements faits dans le chalet. Et sans surprise, dans les différentes taches de sang, on a l'ADN des 5 membres de la famille Flactif. Le père, la mère et chacun des 3 enfants. Ils sont bien morts. Mais il y a un 6e ADN. Un ADN masculin qu'on retrouve à 22 endroits différents dans le chalet. C'est sans doute l'ADN du tueur. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Il n'y aura qu'à faire passer un test ADN à chacun des suspects, et on saura. Tous les suspects acceptent de passer un coton-tige dans le creux de leur bouche pour effectuer un prélèvement ADN. Tous, sauf un. Le suspect numéro 1, évidemment. David Otia. Oh ben non, moi je veux pas. Hein. C'est ma liberté. Les gendarmes parlementent avec lui et il finit par accepter de fourrer le coton-tige dans sa bouche. Le temps d'analyser tout ça, et on saura. Mais en attendant, croyez-vous que cet Otia se tienne à carreau? Pas du tout. Il continue de faire le mariole devant les caméras, ici celle de l'émission 7 à 8 sur TF1. La séquence est absolument surréaliste. Il est filmé devant le chalet des Flactifs. Toute la longueur, là, c'est toute la salle séjour, là. Ça veut dire, je sais plus comment c'est fait, frigo américain, grande gazinière, grande table, une table au moins de 20 personnes, de Louis, je sais pas quoi. Là-bas, c'est des fauteuils en cuir, je sais pas combien. Grand télé, grand écran. Bon, après, ça doit être l'escalier. En haut, c'est les chambres. Bon, j'ai jamais trop été traîné dans les chambres. Non. Mais il me semble que là, dans le coin, c'est son bureau, normalement. Là. Il est jaloux. Il est jaloux qu'il soit riche et pas lui. Point.
Les résultats des analyses tombent le 15 juillet. L'ADN retrouvé en 22 endroits dans le chalet. C'est lui. C'est David Otia. Le salaud, il parade devant les caméras, sourire aux lèvres, ça serait donc lui, l'assassin. Les gendarmes pourraient l'interpeller tout de suite. Avec l'ADN, ils ont la reine des preuves. Mais le but maintenant, c'est 1, de retrouver les corps, 2, d'identifier des complices, parce qu'on ne déménage pas 5 cadavres tout seul, comme ça. Et donc, il le laisse libre, mais il le place sur écoute. Et il commence à se rencarder sur le personnage. Ce David Otia vient du Nord-Pas-de-Calais, lui aussi, comme les Flactifs. Son métier d'origine, c'est dépanneur, et il serait très travailleur. Et puisqu'on cherche d'éventuels complices, il semble qu'au Grand Bornand, lui et sa femme sont très proches d'un autre couple, les Aremza, Stéphane et Isabelle Aremza. Des ch'tis, eux aussi. Et en fouillant dans les fichiers, on s'aperçoit que David Otia et Stéphane Aremza ont un joli passé commun. Vol de voiture, cambriolage, siphonnage de réservoirs d'essence. Alors, est-ce que Stéphane Aremza n'est pas dans le coup lui aussi? Les gendarmes le placent sur écoute avec sa femme. Et un jour au téléphone, ils entendent Alexandra, la compagne de David Otia, dire « Moi, je suis pas bien depuis ce qui s'est passé au mois d'avril. » Et là, ils comprennent que le couple Otia se délite. Alexandra sort de plus en plus seule. Et David est fou de jalousie. Une autre fois, toujours au téléphone, Alexandra met en garde son compagnon au sujet d'Isabelle Aremza. « David, faut faire attention à Isabelle, hein, avec ce qui s'est passé au mois d'avril. » Ils sont mûrs, comme on dit. Alors, le 16 septembre 2003, 5 mois après la disparition de toute la famille Flactif, ils s'y mettent à 80 gendarmes pour aller interpeller le couple Otia et le couple Aremza. Au passage, leurs appartements respectifs sont perquisitionnés. Et bingo, chez David Otia et sa femme, on trouve 156 DVD qui appartiennent aux Flactifs. Et 2 téléphones portables qui leur appartiennent aussi. Et des skis d'enfants qui sont ceux des petits Flactifs. Misérables. Misérables. En garde à vue, David Otia, qui a compris qu'il était coincé, se couche tout de suite. « Je vais vous parler. Je veux soulager ma conscience. » Allez-y. Je suis arrivé vers 5h30. J'avais sur moi un petit revolver, un 6,35, que j'avais pris au grand-père de ma compagne. Je voulais pas les tuer. C'était au cas où, quoi. Quand je suis arrivé, il y avait que les enfants. Graciela est arrivée 20 minutes plus tard. Et puis après, Xavier est arrivé. J'avais un problème avec lui, un problème de logement. Il me promettait un chalet depuis des années, et il ne trouvait que des studios à me louer. Je lui ai dit ce que j'en pensais. Il s'en fichait. Alors je me suis énervé. Je l'ai bousculé, on a commencé à s'empoigner, j'ai sorti le revolver, le cran de sûreté était pas mis, c'est parti tout seul. Il est tombé, je l'avais touché à la tête. Les 2 gosses étaient là, ils se sont levés, ils ont pas crié, mais j'étais affolé. J'ai tiré, je sais pas combien de fois. Et ensuite, je suis descendu, et puis j'ai tiré sur Graziella. Elle n'a pas eu le temps de crier, et puis restait la petite Laetitia en haut. Je suis monté, et j'ai tiré. Et après, monsieur Otia? Après, je me suis mis assis sur l'escalier pour reprendre mes esprits. Ensuite, il aurait enveloppé les 5 corps dans les couettes et il les aurait mis dans le 4x4. Et il serait allé jusqu'à la forêt du Roi du Mont pour les brûler. Vous pouvez nous conduire sur place? Oui, sans problème. Les gendarmes le conduisent sur place et au bout d'un sentier caillouteux, il tombe sur un tout petit tas de cendres. Rien de plus. Dans lequel il trouve une douille de 6,35 et une branche de lunettes. C'est tout. Voilà ce qu'il reste de la famille Flactif. 5 petits sachets de cendres que les gendarmes rendront à la famille. David Otia réitère ses aveux presque mot pour mot devant la juge d'instruction. Froid, détaché, sans jamais exprimer un seul regret. Aucun.
Donc, si on veut le croire, c'était un coup de folie. Il a perdu le pied, il a pété les plombs, c'était presque un accident. Ah bon? Ça n'est pas ce que disent ses amis à Remza qui sont en garde à vue en même temps que lui. Eux, ils racontent une autre histoire. David Otia, disent-ils, avait les flactifs dans le nez depuis longtemps. Et ce qu'il disent est complètement dingue. Otia aurait eu l'idée de tuer les flactifs en regardant un documentaire consacré à une affaire célèbre. L'affaire Stranieri. Alfredo Stranieri est un tueur en série qui, à la fin des années 90, commettait des meurtres selon un scénario absolument unique. Il regardait les petites annonces, il allait visiter une maison, et il tuait les propriétaires, il les enterrait au fond du jardin, et il s'installait dans la maison à leur place. On l'appelait le coucou, parce que le coucou vole le nid des autres. Et on a donc le mobile du meurtre de la famille Flactif. Il les a tués tous les 5 pour s'installer dans l'un de leurs chalets. Il les a tués pour avoir un logement. Dingue, dingue, dingue. Léa Remza raconte aux gendarmes qu'au début, ils l'ont suivi dans son délire. Et puis qu'au dernier moment, 2 jours avant, ils se sont dégonflés. Est-ce qu'on doit les croire? Parce qu'ils ont quand même donné un coup de main, hein? Ils avouent qu'ils ont participé au pillage du chalet après les meurtres. C'est pas très joli. Et c'est pas tout, c'est Alexandra Lefebvre qui a déplacé le 4x4 la nuit qui a suivi les meurtres. Et c'est Stéphane Aremza qui aurait fourni le gazole pour brûler les corps. De bons amis, vraiment. Et donc on met tout ce petit monde en examen et on envoie tout le monde derrière les barreaux. Mais quelques temps plus tard, David Otia, qui a assumé les 5 meurtres, fait marche arrière. Devant la juge d'instruction, il se met à raconter une histoire, à dormir debout. Ah ben en fait, c'est pas vrai ce que je vous ai dit l'autre jour. En vrai, le 11 avril, j'étais dans le chalet des Flactifs, chez eux. Et là, 2 hommes sont arrivés. Ils m'ont assommé, j'ai perdu connaissance, et quand je me suis réveillé, il y avait 5 cadavres autour de moi. Et vous avez fait quoi? Bah, j'ai fait disparaître les corps en les brûlant dans la forêt, mais c'est eux qui me l'ont demandé, ils m'ont forcé à le faire. Qui, ils? Bah, 2 hommes. Je connais pas leur identité, je suis même pas capable de les décrire. Mais croyez-moi, j'ai eu peur des représailles. Baliverne. Baliverne, à laquelle il s'accroche au moment de la reconstitution, il refuse de refaire le geste des 5 meurtres, puisque ça n'est pas lui, puisque ce sont 2 hommes qui passaient par là. La juge organise aussi une reconstitution de la crémation des 5 corps. Je vous rappelle qu'on n'a retrouvé que 5 petits sachets de cendres. Ça ne brûle pas comme ça, des corps. Les gendarmes font brûler 5 cadavres de cochons pour en faire la démonstration. Il leur faut 800 kilos de bois pour les réduire en cendres. 800 kilos, presque 1 tonne de bois. Et David Otia dit qu'il a fait ça tout seul, et que ça a pris 1 heure. Impossible, impossible. Il avait forcément quelqu'un avec lui. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est les Aremza? Ça sera à la cour d'assises de le dire. Leur procès s'ouvre le 12 juin 2006 à Annecy. Le tribunal est en travaux, la cour d'assises s'installe dans une salle des fêtes. Mario, vous vous souvenez de Mario? C'est le seul survivant de sa famille. Sa mère, son beau-père et ses 3 demi-frères et sœurs ont été assassinés. Eh bien, il est là, au procès. Il est au premier rang, du haut de ses 17 ans. Il fait face. Et David Otia entre dans le box, voûté, la tête baissée. Vous vous souvenez que pendant l'instruction, il a commencé par avouer et puis qu'il s'est rétracté. Eh bien, pendant tout ce procès, il va s'en tenir à sa dernière version. Celle des 2 hommes qui entrent dans le chalet, qui l'assomment, et quand il se réveille, tout le monde est mort. Sa seule erreur serait d'avoir brûlé les cadavres à leur demande. Il ne bougera pas là-dessus, même si personne n'y croit, personne. Et il oblige ses avocats à plaider qu'il est innocent et qu'il faut l'acquitter. Il est dans le déni. Les experts psychiatres viennent dire à la barre qu'on appelle ça un clivage. Quand on ne peut pas assumer ce qu'on a fait, on s'invente une histoire. Et entre nous, c'est le signe d'une dangerosité extrême. Mais est-ce que pour autant il est fou? Pour les psys, non. Pour les psys, il est normal.
Et donc au total, on assiste à un procès très frustrant. Enfermé dans son déni, Otia ne peut rien expliquer. On veut comprendre et on n'a pas de réponse, et on n'en aura pas. À un moment donné, on pense qu'Otia va craquer. Son ami Stéphane Aremza, au bord des larmes, le prend directement à partie. Mais putain, David! Dis-le, quoi! Dis que c'est toi qui as fait ça! Tu dois le dire! Assis à côté de lui dans le box, Otia ne le regarde pas. On se dit, il va craquer. Mais il ne craque pas. La position des avocats de David Otia est très difficile. Leurs clients leur demandent de plaider l'acquittement. Mais ils voient bien que ça ne tient pas debout. Alors ils plaident sur une cote mal taillée. Ils plaident qu'au minimum, il n'y avait pas de préméditation, qu'il n'est pas venu au chalet avec l'intention de tuer. C'est pas facile, hein, de défendre un lâche. D'autant que le verdict ne fait aucun doute. Aucun. David Otia est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Sa compagne Alexandra prend 10 ans, l'ami Stéphane Aremza prend 15 ans pour complicité et sa femme Isabelle, 7 ans. Dans la foulée, Otia fait appel, seul. Les autres acceptent leur peine. Mais au début du deuxième procès, Otia fait marche arrière. Monsieur le Président, j'ai décidé de renoncer à mon appel. Il a compris qu'on ne le croirait pas plus la deuxième fois que la première. Entre nous, c'est presque un aveu. Et là, la famille Flactif demande. Est-ce qu'au moins il pourrait nous dire, ici, maintenant, qu'il les a tués? Dans le box, Otia répond par un sourire. Il n'a rien à ajouter. Je vous ai raconté aujourd'hui ce qu'on appelle l'affaire Flactif, l'assassinat en avril 2003 dans la station de ski du Grand Bornand, d'une famille entière, le père, la mère, les 3 enfants, les Flactif, et la découverte que l'assassin est un voisin jaloux qui aurait tué pour se venger en quelque sorte de petites humiliations que Xavier Flactif, qui était entre autres le propriétaire d'appartements qu'il louait, lui aurait fait subir. Pour le débrief, je suis avec l'un de ses avocats, maître Didier Lec. Je voudrais qu'on revienne sur ce moment du deuxième procès. Est-ce qu'il en a parlé avant avec vous? Et est-ce que c'est vous qui lui avez conseillé de faire défaut à son appel? Ce qui relève du conseil qu'un avocat doit à son client et ce qui relève des confidences que fait le client à ses avocats est couvert par le secret professionnel. Donc je peux rien vous dire de précis à cet égard. Ce que je peux essayer, modestement, de faire comprendre, c'est que on se prépare à un deuxième procès, on réfléchit David Otia comme n'importe quel justiciable, au risque qu'il prend dans un appel. Lui n'en prenait aucun puisqu'il avait été condamné À la peine maximum. à la peine maximum. Perpète 22 de sûreté. Il ne pouvait pas avoir plus. Non. Ou il ne pouvait pas avoir pire. Et comme n'importe quel justiciable, il arbitre entre ce risque qu'il a été nul et la chance que l'on court à exercer un recours. C'est la raison pour laquelle il a immédiatement, et dans le délai qui lui a été imparti, exercé ce recours. Il s'est écoulé un certain nombre de mois, puisque les délais d'audiencement, même dans cette région, sont longs. Et à l'approche du deuxième procès, avec ses avocats, il a entrepris une réflexion sur les chances qu'il estimait avoir de pouvoir convaincre une seconde cour d'assises. Il en est arrivé avec nous, et il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre lui et nous à cet égard. Il en est arrivé au constat que les mêmes causes allaient produire le même résultat, et il a pris la décision, qui est un droit, de se désister du recours qu'il avait exercé, le recours ayant été exercé étant lui-même un droit. Est-ce que on peut entendre là-dedans le début d'un aveu? Je suis personnellement, et pour avoir accompagné, assisté, conseillé David Otia, je suis absolument aux antipodes de cette lecture ou de cette analyse. Ça n'est pas parce qu'il renonce à cet appel qu'il dit publiquement « j'ai tué les Flactifs ». Alors, non seulement objectivement, ça n'est pas ce qu'il dit, puisque on lui a même fait le reproche
de ne pas l'avoir dit. On lui demande de le lire. Les parties civiles, qui étaient d'ailleurs dans une espèce de contradiction interne absolument insurmontable, puisque immédiatement après le premier verdict, moi j'ai participé à un certain nombre d'émissions de radio, de télévision, où les parties civiles à l'unisson disaient « J'espère que ce sinistre individu ne va pas avoir le toupet, l'outrecuidance, l'insolence de faire appel. Il fait appel, c'est un droit. » Et puis, quelques mois après, il se désiste de cet appel, audience qui aurait été une épreuve terrible pour David, mais aussi pour les parties civiles. Et à cet instant-là, les parties civiles crient à nouveau au scandale en disant « il se moque de nous, c'est du cirque, etc. » Simplement, il a renoncé à exercer un droit, et cette renonciation est elle-même un droit. Il ne faut pas lire en creux un aveu. La seule chose qu'il faut lire, c'est une forme de lucidité sur le rapport de force, la lecture du rapport de force qu'il a fait entre les charges ou les preuves qui pesaient contre lui et les moyens de sa défense. Et il en est arrivé, avec nous, à considérer que, faute d'apporter d'autres éléments, ce rapport de force arriverait et accoucherait en quelque sorte du même résultat, et que dans ces conditions, le recours était voué à l'échec, à la confirmation, et était donc à ce titre tout à fait inutile. Il y a eu aussi une lecture mais qu'on peut comprendre, qui vous qu'on soit coupable ou innocent d'ailleurs, au fond ça n'est pas ça le sujet, mais qu'il n'ait pas eu envie, lui, dont on voit qu'il a du mal à faire face aux gestes qu'il a posés, qu'il n'ait pas eu envie, lui, de faire face à nouveau à tout ce qu'il a fait et qui sans doute lui fait horreur. Ça, c'est une interprétation qui est presque un jugement de valeur ou un ressenti. Ce qui est sûr, en revanche, on le dit beaucoup pour les parties civiles. On le dit parce qu'il y a une espèce de tendance ou de dérive victimaire de l'institution judiciaire. Mais un procès, a fortiori un procès d'assises, a fortiori un procès d'assises qui dure, comme en première instance, 3 semaines, c'est dur, mais j'allais dire c'est dur pour tout le monde, y compris pour l'accusé. Et donc, effectivement, il a sans doute, dès lors qu'il n'avait aucune espèce d'espoir par rapport à une amélioration de son sort judiciaire, il a sans doute, et là aussi c'est son droit, pas au sens juridique du terme, mais c'est son droit d'homme, que de ne pas vouloir s'infliger ça. Je trouve que cette affaire, Maître Lec, est une occasion vraiment intéressante d'expliquer ce qu'est le métier d'avocat. C'est vrai. Bon, lui dit que ça n'est pas lui, bien que tout l'accuse, au point d'ailleurs qu'il est condamné à perpétuité par la cour d'assises. Sans doute voyez-vous que sa position n'est pas facile à défendre. Est-ce qu'il vous demande explicitement de vous aligner sur sa position, qui est qu'il est innocent? Il a une position dont on a rappelé tout à l'heure qu'elle avait été la sienne pendant la totalité de l'instruction et pendant la totalité du procès. Et parce qu'il a cette position, ses avocats l'accompagnent dans le combat judiciaire à venir sur la base de ce qui est sa position. Et il n'est pas concevable qu'il puisse y avoir une espèce de dichotomie entre la parole de celui qui est dans le box et la parole de ceux qui sont censés porter la sienne. Mais ça n'est pas totalement vrai, parce qu'à la fin, personne ne demande l'acquittement de David Ottia. Écoutez, je me souviens, même si les faits sont anciens et le procès l'est aussi, j'avais plaidé en deuxième, juste avant mon confrère et ami Luc Brossolette, et je peux vous dire que j'avais, sans succès, je vous le concède, sans surprise non plus, quant au résultat, j'avais plaidé l'acquittement. Ce qui est en cause, c'est que, et derrière votre questionnement, qui est un questionnement intéressant pour les auditeurs, moi, ce que j'ai surtout entendu dans le récit de ce procès, c'est que Luc Brossolette avait, une partie de la presse lui en avait fait grief, et de mon point de vue, c'est un grief qui méconnaît la façon dont un débat et un combat judiciaire se mènent. Luc Brossolette avait, in fine, parlé à ceux, plus nombreux dans la cour d'assises, qui auraient été susceptibles de ne pas être convaincus par la thèse de David Ottia. Donc c'est au cas où vous ne seriez pas prêt à l'acquitter, est-ce qu'au moins vous voulez convenir qu'il n'y a pas de préméditation? C'est ce que l'on appelle, c'est un peu ça. C'est ce que l'on appelle un subsidiaire. Je vous demande de condamner monsieur Machin à 10 000 euros dans un procès civil, mais si vous estimez que, etc., au moins, à tout le moins... Au moins faites ça. Voilà, bon.
Donc en gros, votre position étant difficile à tenir puisque vous savez d'avance que les jurés sont convaincus qu'il a tué, On le craint. Oui. A raison. a raison. Et donc, il y a une porte de sortie qui consiste à démontrer que ça n'était pas prémédité. Et pour le coup, vous avez des arguments. C'est-à-dire, premier argument, il vient au chalet ce jour-là, il gare sa voiture devant le chalet. Ça, c'est le premier élément, ce qui est avoué en termes de précaution pour celui qui s'apprête à commettre un quintuple assassinat est un peu surprenant. Il attend sur la terrasse, au vu d'absolument tout le monde. Quand Donc, il arrive, il n'y a personne. Les enfants sont pas là et les donc parents sont pas il arrivés ne non peut pas plus. avoir accès à l'intérieur du chalet. Et donc il attend sur la terrasse. Donc il attend sur la Tout le terrasse. monde le voit. Or, on sait bien, puisque ensuite, à la reconstitution, il a fallu effectuer des protections, etc. Ce chalet est extrêmement visible de beaucoup d'endroits de la vallée. Donc la voiture en bas de la rampe et lui sur la terrasse. Et puis, il y a un élément peut-être moins psychologique, mais qui pesait de notre point de vue un poids de plomb, c'est que si il est dans le projet criminel qu'on lui prête, l'assassinat et ensuite la crémation des corps, il a nécessairement aussi anticipé sur le fioul qui va servir à la crémation. Or, il n'a pas de jerrycan Or, dans de sa façon voiture. constante, pour ce qui est de la période pendant laquelle il reconnaît les faits, confirmé en cela par les déclarations d'Alexandra Lefebvre, il va repasser, ou il serait repassé à son chalet pour prendre le fioul. Troisième élément. Et puis il y a un quatrième élément qui est intéressant, sur ce que l'expression de coup de feu accidentel n'a pas de sens, mais il a dit que le premier coup de feu était parti de façon qu'il avait surpris. Évidemment, tout le monde, à l'unanimité, s'est moqué de lui en disant, comme vous le disiez tout à l'heure, fadaise. Sauf que l'arme, elle fonctionnait bien. Mais parmi les munitions qui ont été retrouvées à son domicile, et ça le procès l'a révélé, il y avait des munitions qui faisaient que le pistolet ne fonctionnait pas, avec certaines munitions. De sorte que quand il a dit en garde à vue, à l'époque où il reconnaît les faits, qu'il avait pris l'arme pour faire pression sur Flactif, afin d'obtenir de lui un document qui lui garantirait des droits dans son habitation, et qu'il avait pris aussi peut-être le pistolet pour lui faire peur, pour l'impressionner, pour se donner du courage, et qu'il avait tiré avec la certitude qu'aucune balle ne partirait, il dit vrai. Il dit vrai parce que si cette scène a eu lieu, si il a mis ce jour-là les munitions dont il a été prouvé par l'expert qu'elles ne permettaient pas à l'arme de fonctionner, eh bien, il a dit vrai. C'est compliqué votre métier parce que vous voyez là, vous êtes en train de développer une théorie qui implique qu'à la fin il les tue. C'est une hypothèse de travail de deux choses l'une. Soit ça n'est pas lui, soit on en sait tellement peu sur la façon dont les choses se sont passées, parce que vous avez, je ne vous en fais pas le reproche, balayé un certain nombre de choses en disant que tout l'accusait, beaucoup de choses le désignaient comme étant un auteur possible, mais il y avait, comme dans beaucoup de dossiers, quelques zones d'ombre sur lesquelles la Cour aurait peut-être pu s'interroger de façon plus forte. Et puis, troisième cas de figure, si c'est lui, dans l'hypothèse considérée par la défense comme pas extraordinaire, si vous deviez considérer que c'est lui, interrogez-vous aussi sur un élément décisif qui est celui de la préméditation. La défense, c'est aussi envisager toutes les hypothèses, pas seulement celle principale que l'on avance, mais aussi celle qui est celle, au pluriel ou pas, qui sont dans la tête des juges. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on est avocat, un moment où face à un dossier comme celui-là, c'est-à-dire face à un client qui s'entête, il ne faut pas quitter le dossier. Lui dire, écoutez, c'est votre position, je la pense indéfendable, je ne passerai pas 3 semaines à la cour d'assises pour défendre une position qui est perdue d'avance. Non, je suis là encore à peu près aux antipodes. Ça reviendrait, poussé à l'extrémité de sa propre logique, ça reviendrait à cantonner l'avocat à une défense de dossier facile. C'est un peu comme si vous limitiez l'exercice de la médecine au bénéfice des bien portants. Une dernière chose, j'ai échangé pas mal de lettres avec David Authia au lendemain de sa condamnation, puisqu'il m'a demandé d'écrire un livre. Il voulait réécrire son histoire à sa manière, ce que j'ai trouvé proprement hallucinant. D'abord, c'est interdit par la loi, donc il n'y avait aucune chance que ça arrive jamais. Mais je me suis dit, en fait, il n'a toujours pas changé, il n'a toujours pas bougé. Il ne parle que de lui et jamais des victimes. Est-ce qu'aujourd'hui, il a bougé à votre connaissance ?
Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs mois. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le fond, il n'a pas bougé. Ce que l'on essaye toujours de traquer. Comprenez que pour quelqu'un qui dit « je ne suis pas l'auteur de ces crimes », l'idée de parler des victimes, pour du coup, là, est un peu double et serait un peu double et contradictoire. Par ailleurs, il faut aussi se mettre dans la peau de celui qui, dans l'hypothèse que nous défendons, est condamné injustement à une peine perpétuelle avec 22 ans de peine de sûreté. C'est pas absolument inconvenant de parler de soi dans cette hypothèse. Merci Maître Lec, vous nous avez montré que le métier d'avocat n'est pas tous les jours facile et qu'il s'assoit sur des principes. Enfin, il s'assoit pas. Il est balisé. Il se fonde sur des principes. Il est balisé par des principes qui sont des principes intéressants. Mais l'avocat est tenu par la défense que choisit son client. Et vous en avez fait une parfaite illustration aujourd'hui. Vous y êtes resté fidèle. Merci beaucoup. Il pourra vous en remercier.